C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 100 du 20 janvier 2025. Au sommaire aujourd'hui, résultat inquiétant d'un sondage du Gris Montréal et de la Fédération des comités de parents, montée de l'intolérance dans les écoles du Québec envers les personnes, de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Meta permet désormais de dire qu'être gay, lesbienne, bisexuelle, trans ou d'une autre identité sexuelle, même si c'est faux, que c'est une maladie mentale. L'Europe cesse de genrer ses formulaires à la chronique Transatlant-Queer et nous célébrons aujourd'hui notre 100e épisode. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Montée de l'intolérance envers les personnes de la diversité sexuelle et de genre dans les écoles du Québec, c'est ce que révèle une enquête réalisée auprès de 35 705 élèves dans le cadre d'interventions réalisées par les 5 GRI. Là, les GRI, c'est le groupe de recherche et d'intervention sociale du Québec. Il y en a donc à Montréal, en Estrie, à Québec même, la région de la Mauricie, centre du Québec et Chaudière-Appalaches. Ce sont des enquêtes, des questionnaires qui ont été distribués dans les écoles entre 2017 et 2024. Elles témoignent d'un déclin significatif dans les dernières années des niveaux d'aise des élèves scolarisés au Québec face aux personnes LGBTQIA+, ou de LGBTQIA+. Dans le cadre du colloque annuel de la Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, des réseaux de l'éducation, le Gris Montréal et la Fédération donc des comités de parents du Québec s'unissent pour partager leur inquiétude par rapport à cette montée de l'intolérance des jeunes envers les personnes LGBTQ+. Pour en parler, nous recevons Marie Houzeau, directrice générale du Gris Montréal. Bienvenue à l'émission. Merci. Toujours content de te recevoir, Marie. Merci. La dernière fois qu'on s'était parlé, si tu te souviens, tu nous avais dit que de plus en plus de personnes intervenantes du Gris, le Gris, donc, qui fait des interventions dans les écoles pour aider les jeunes à comprendre les diversités sexuelles et de la pluralité des genres. Tu m'avais dit que les intervenants et intervenantes recevaient de plus en plus de commentaires et de comportements intolérants. C'est encore le cas? Et oui, malheureusement, donc c'est vraiment une tendance qu'on observe de plus en plus dans les classes. Alors, c'est sûr qu'elles ne sont pas toutes comme ça, mais dans beaucoup d'interventions, il y a des commentaires qui sont dérogatoires ou en tout cas chargés de préjugés, oui. Bien justement, et il y a des chiffres à l'appui maintenant. Commençons par les attitudes envers les hommes gays et les femmes lesbiennes. Qu'est-ce qu'on apprend? Bien, en fait, on apprend qu'au cours de ces 5-6 dernières années, le niveau d'aise, en fait, des jeunes des classes que l'on rencontre a fortement diminué quand on leur soumet cet énoncé. Donc, si j'apprends que ma meilleure amie est lesbienne ou si j'apprends que mon meilleur ami est gay, eh bien, on voit qu'ils sont deux fois et demi plus nombreux à être mal à l'aise à cette idée-là sur cette période de 5 ans, en fait. On parle de 40 %, c'est 4 personnes sur 10. C'est majeur, là. Puis on était à peu près à 2 personnes et demie sur 10 avant. Exactement, oui. C'est majeur. Ça se reflète aussi envers les personnes trans et non-binaires? Alors oui, là, on est en train de faire nos vérifications de ce côté-là aussi, mais on collecte des données de ce côté-là depuis moins longtemps. Donc, c'est sûr que l'étude longitudinale va être différente pour ces questions-là. Et je lisais un commentaire de Mona Greenbaum, qui est la directrice, en fait, la présidente fondatrice et la directrice générale, ou co-directrice générale de la coalition des parents LGBTQ+, et qui semblait aussi avoir des craintes par rapport justement à comment les jeunes voient les parents ou l'homoparentalité ou la parentalité queer. Absolument, puisque nous avons ces questions-là. Donc, encore une fois, le niveau d'aise vis-à-vis de familles lesboparentales ou homoparentales, et encore une fois, là, le niveau d'aise descend. Pour ces questions-là aussi. Donc, quand on parle des droits, en fait, il y a un recul à ce niveau-là aussi. Donc, c'est inquiétant. On sait qu'il y a de plus en plus de jeunes dans les écoles qui sont justement issus de familles homoparentales ou lesboparentales. Donc, ce sont des jeunes qui sont dans des environnements qui ne semblent pas très sécuritaires pour leur réalité. Oui. Alors, du moins très toxiques à la longue. Là. Mais comment on peut expliquer ça? Écoute, il y a plusieurs raisons, c'est sûr. La première auquel on peut penser, c'est quand même que dans ces dernières années,
on peut se poser la question où les jeunes vont-ils chercher leur information? C'est peut-être les premières générations qui sont éduquées par leur chambre d'écho, on va dire, hein, plus que par... Les réseaux sociaux. Et voilà, les réseaux sociaux, plus que par leurs parents, certaines fois. Ils sont présents sur des réseaux que les parents ne connaissent pas. Le phénomène des algorithmes et des réseaux sociaux fait qu'en fin de compte, ils entendent tout le temps les mêmes types d'informations. On voit la montée du masculinisme aussi. Hein? Ouais. Je me souviens avoir lu un questionnaire où un jeune disait « Si vous voulez savoir ce que je pense de l'homosexualité, demandez à Andrew Tate. » Alors, si c'est ça, leurs influences, on comprend qu'il y a un problème là-dessus. Donc, ça, c'est certain. Et puis, il y a aussi la dégradation du tissu social de façon générale qu'on observe principalement depuis la pandémie, mais ça avait déjà commencé un peu avant. Où on voit une montée de la droite, une montée du discours populiste, et les minorités font toujours les frais de ce type de discours. Tout à fait. Tout à fait. Au-delà des réseaux sociaux, il y a quand même des personnes, des voix derrière ça, des humains. Que dire de ces commentateurs d'extrême droite qu'on entend? Parce qu'on va le dire, c'est des commentateurs d'extrême droite qu'on entend à la radio Poubelle, notamment à Québec. Que dire du discours assez tranché, assez tranchable là, des Trump et Poilievre? Est-ce que ça joue ça là-dedans? Je pense que oui, parce que ça normalise une prise de parole polarisante. Ça place ces questions-là sur le terrain des opinions. Hein, donc, on peut être pour ou contre. Si on est de droite, on est contre. Si on est de gauche, on est pour. Alors, c'est simpliste. Et en plus, on met ça sur le terrain des opinions, alors que ce sont des questions de droits humains. Ce ne sont pas des questions d'opinion. Donc, je pense que le fait qu'il y ait ces prises de parole polarisantes, oui, ça a un impact, certainement. Bon, maintenant, je pense qu'il faut aller au-delà de trouver de pointer des responsables parce qu'ils sont très nombreux et nombreuses. Que faire? Alors, je pense que c'est le moment de la prise de la parole de la majorité silencieuse, en fait. Donc là, on a entendu beaucoup dans les dernières années, justement, ces prises de parole un peu braillardes, je vais dire. Alors maintenant, c'est le temps de réaffirmer quelles sont les valeurs du Québec. Hein. Le Québec, c'est une province progressiste. On a été chef de file dans les droits des minorités LGBT dans les dernières décennies. Et quand on a publié nos résultats, en fait, énormément de personnes nous ont dit, on est surpris, on n'aurait pas pensé ça. Moi, le premier. Voilà. J'avoue que j'étais très surpris. Alors, là, on semble qu'on surfait un peu sur une vague qu'on pensait un peu acquise, que chaque génération, de génération en génération, était de plus en plus ouverte. Là, c'est un peu un drapeau qu'on lève en disant non, il faut reprendre parole, il faut réaffirmer les valeurs d'ouverture et d'inclusion qu'on veut porter ici au Québec. Que ce soit les gens issus des communautés LGBTQ ou leurs alliés, il faut prendre la place sur la parole publique, il faut prendre place sur la place publique et réaffirmer notre volonté d'égalité, en fait. Hein. Tout à fait. Est-ce que le fait maintenant que Meta, entre autres, Meta, Facebook, Instagram, Thread et compagnie, ne fait plus de vérification de faits et permet de dire à peu près n'importe quoi sur nos communautés, sans que ça soit vérifié, sans que ça soit censuré. Est-ce que là, il y a peut-être quelque chose qui devra être fait au niveau même des juridictions, du gouvernement fédéral? Est-ce qu'on va devoir sévir contre ces réseaux sociaux? Ah ben écoutez, ça, c'est sûr qu'au niveau gouvernement, il faudra se poser des questions. Moi, ma talle, c'est plus l'éducation, donc j'aurais déjà envie de dire, mais il va falloir qu'on continue à donner la bonne information à nos jeunes, à se servir adéquatement de ces réseaux sociaux, à pouvoir séparer le grain de livret, hein, donc voir qu'est-ce qui est crédible ou pas. Et ça va être de plus en plus compliqué, j'en ai peur, oui. Ah mon Dieu, ça commence pas bien l'année, Marie, mais bon, on est toujours content de te recevoir. C'est gentil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci. Transatlant Queer, des nouvelles d'outre-mer. Ah, voilà. Allô, Christophe Gérard à Paris, comment ça va? Ça va bien, Denis Martin, et toi? Oui, ça va bien. On va commencer cette première chronique de l'année. Il y a une bonne nouvelle. La Cour européenne de justice prend une décision décisive pour les droits des personnes LGBTQIA+. Ouais, les bonnes nouvelles sont rares, donc c'est bien quand il y en a et il faut les dire, quoi. Donc c'est vraiment une décision historique, hein, puisque la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt concernant la collecte des données personnelles liées à l'identité de genre.
Donc en fait, elle impose dorénavant de rendre facultative la mention des civilités binaires, donc madame ou monsieur, dans les formulaires administratifs et commerciaux. Donc c'est une décision qui ouvre la porte et la voie à des avancées telles que la reconnaissance du sexe neutre et qui peut avoir un impact également sur le mariage pour les personnes de même genre dans l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Alors, quelle est l'origine de cette décision? Bah, à l'origine, c'est une plainte française de deux associations, une dont je parle souvent, c'est Stop Homophobie, et l'autre qui s'appelle Mousse, qui en 2021 ont tout simplement porté plainte pour dénoncer les discriminations subies par les personnes transgenres, intersexes et non-binaires. En effet, les personnes dont l'identité de genre ne correspondait pas aux cases binaires classiques et imposées étaient contraintes de fournir des informations perçues comme excluantes, par exemple pour l'achat d'un billet de train à la SNCF, hein, puisque les civilités apparaissent sur le document à remplir pour aller jusqu'au bout de son achat. Donc ces associations ont dans un premier temps saisi la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour dénoncer une pratique qui est en infraction avec le RGPD. Alors le RGPD, c'est un règlement général sur la protection des données personnelles qui est en place en Europe depuis mai 2018. Et donc, il dénonçait la contradiction, notamment avec les principes de minimisation et d'exactitude. Alors, la plainte a été rejetée au niveau national, mais elle a été portée devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui vient donc de statuer en faveur des plaignants. Bon, cette décision, là, ça ne concerne pas seulement que la France, là. Et non, hein, puisque ça va avoir un impact sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Comme je disais, le RGPD, c'est vraiment un règlement qui est en place sur tous les pays de l'Union européenne. Donc la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la collecte systématique de l'identité de genre, lorsqu'elle n'est pas indispensable, notamment à la fourniture d'un service, constitue une violation du RGPD. Cet arrêt est désormais applicable dans toute l'Union européenne et va contraindre les administrations et les entreprises à adapter leurs pratiques. Donc, comme le signale le maître des Oulières, qui est l'avocat des deux associations, c'est une décision qui représente une avancée significative pour les droits des personnes LGBT+, mais aussi pour le respect des données personnelles de l'ensemble des citoyens européens. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette décision-là va vers une reconnaissance élargie des droits des personnes de LGBT, on dit de ici, mais pas chez vous, LGBTQIA+? Oui, tout à fait, hein, puisque au-delà des formulaires, elle pourrait accélérer des réformes plus larges. Certains juristes estiment que cette décision pourrait faciliter la reconnaissance du sexe neutre à l'état civil et encourager une harmonisation sur le mariage pour tous à travers l'Europe. Mais j'imagine il y a des conséquences aussi ou des impacts sur les administrations et les entreprises. Oui, ça risque de prendre un peu de temps, hein, puisqu'il y a un travail de modification des documents existants. Par exemple, en France, les formulaires du ministère de l'Intérieur, et ça me fait un peu sourire, puisque notre ministre de l'Intérieur, c'est Bruno Retailleau. On sait toute la vigilance qu'il a, notamment sur toutes les questions de genre. Il n'est pas très ouvert sur le fait, le monsieur. Et également sur les documents de la CNIL, qui vont devoir être adaptés. Et ça a un impact également sur les entreprises, hein, puisqu'elles vont devoir se conformer aux nouvelles règles. Il est à noter, c'est important, qu'il y ait un dispositif de signalement qui est désormais accessible pour dénoncer les manquements éventuels, ce qui signifie concrètement qu'il pourrait y avoir des plaintes portées s'il n'y avait pas respect de cette nouvelle législation. Et je vais me permettre un petit commentaire ici, mais sachant la durée de vos gouvernements en France depuis quelque temps, ça risque de changer de ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît. Bah, il s'accroche quand même à son poste, hein, Monsieur Retailleau, parce que il était dans le précédent gouvernement, il est toujours là aujourd'hui. Donc, Bon, le cadre d'application de ces nouvelles dispositions, c'est nuancé quand même. oui, alors la Cour de justice a précisé que la collecte des données liées au genre reste permise si elle est facultative, ou dans certains cas, hein, si elle est justifiée par des objectifs spécifiques, comme par exemple les statistiques de parité ou les besoins médicaux. Quoi qu'il en soit, hein, cet arrêt marque, comme on le disait, un tournant pour l'inclusion et la protection LGBT+, en Europe. Et bah, ça rappelle également l'importance du respect des données personnelles dans les usages à la fois administratifs et commerciaux. Bon, changeons de sujet. Le fondateur en France, le fondateur de l'application Coco.fr a été mis en garde à vue.
Ouais, alors il s'appelle Isaac Stedi, hein, il a été placé en garde à vue en effet le 7 janvier dernier dans le cadre d'une enquête de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Cette mise en cause fait suite à la fermeture du site en juin 2024 lors d'une vaste opération conjointe des policiers français et européens. Alors, peux-tu nous dire là, un petit peu plus sur cette application coco.fr? Oui, alors c'est une application qui a été lancée en 2003 et qui est immatriculée en Bulgarie. Alors, Coco.fr offrait un service de discussion en ligne sans avoir besoin de s'inscrire et en garantissant un anonymat total aux utilisateurs. Autre spécificité de la plateforme, l'absence totale de contrôle et de modération qui a transformé l'application en un espace propice à des activités illicites. Ouais, c'est pas rassurant. Alors, à quoi a contribué cette plateforme? Bah, très rapidement, en fait, Coco.fr est devenu un véritable repère de prédateurs sexuels. Parmi les infractions recensées, on peut évoquer des actes de pédocriminalité, de proxénétisme, de viol, de trafic de stupéfiants. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ce procès Oui, au Québec, mais Coco.fr a été mis en cause dans le procès Pellico, cet homme qui contactait d'autres hommes pour violer sa femme qui était sous tranquille, enfin, somnifère ouais. et donc pas consentante, Ah, contrairement à ce que... ça a fait la une ici aussi. J'avoue que voilà. c'était tellement odieux, cette histoire-là. Alors donc, ce site-là a joué aussi un rôle là, dans nos communautés, là. Bah oui, puisque de nombreux agresseurs piégeaient des victimes homosexuelles à travers des rendez-vous organisés sur le site, dans le but de les attaquer physiquement ou de les dépouiller. Alors, ça fait longtemps que nous on entendait parler de ça, et notamment des associations telles que Stop Homophobie. J'en parle beaucoup et j'en reparlerai à nouveau parce qu'ils font un gros travail ici en France qui est vraiment à féliciter. Donc, ils dénonçaient hein, les dérives du site et réclamaient sa fermeture depuis 2018. Donc, devant l'ampleur des infractions liées à Coco.fr, c'est chose faite. Maintenant, le site est fermé depuis juin 2024. Si on devait faire un bilan, c'est plus de 23 000 procédures judiciaires où le site a été cité, Wow, qui ont été recensées, et 480 victimes qui ont été identifiées pour l'instant. Euh, hallucinant. mais il y en a sans doute beaucoup plus, hein. Mm. Il a noté que des comptes bancaires liés à la plateforme représentant plus de 5 millions d'euros ont été bloqués dans plusieurs pays européens, puisque la plateforme existait un peu partout en Europe, et je pense dans le monde aussi, hein. Et donc les pays dans lesquels ça a été bloqué, c'est par exemple la Hongrie, l'Allemagne ou les Pays-Bas. Alors revenons à Isaac Stedi, là. Qu'est-ce que ça veut dire pour cette garde à vue? C'est une étape décisive, hein, puisque dans l'enquête qui vise à établir sa responsabilité en tant qu'administrateur de Coco.fr dans les différentes affaires en cours. Les investigations cherchent également à identifier d'autres individus qui pourraient être impliqués dans la gestion du site ou dans les infractions facilitées par celui-ci. Alors les forces de l'ordre espèrent vraiment comprendre les mécanismes qui ont permis à Coco.fr de devenir un vecteur majeur euh, dans des activités criminels en ligne. Ce site a été mis en cause, d'autres le sont également, et il est possible que ce qui est reproché à Coco.fr revienne bien évidemment dans les affaires judiciaires. Alors, on s'en va en Russie. La répression anti-LGBT fait une nouvelle victime. Ouais, il s'appelait Andrei Kotov. Il avait 40 ans. Il était directeur d'une agence de voyage, Men Travel, et il organisait régulièrement des événements pour la communauté LGBTQIA+ en Russie. Il a été inculpé pour activité extrémiste et a été emprisonné. Et un journal russe qui s'appelle Moskovski Komsomolets, pardon, a annoncé qu'Andrei Kotov avait été retrouvé mort dans sa cellule le 29 décembre dernier. Alors, selon la version officielle, son décès est présenté comme un suicide, mais dans un contexte de répression croissante contre les minorités sexuelles, plusieurs ONG russes engagées dans la défense des droits humains, mais également l'avocate de la victime, remettent en cause cette version officielle et s'interrogent sur les circonstances réelles du décès. Il est à noter en effet hein, que selon de nombreux témoignages, l'arrestation d'Andrei Kotov avait été particulièrement violente. Oui, attends un petit peu. Oui, eh ben, il faut dire que ce drame met en évidence les conséquences tragiques là, de la politique anti-LGBT, plus du gouvernement russe. On le sait, Vladimir Poutine n'est vraiment pas un ami de nos communautés.
Non, depuis plusieurs années, les lois qui restreignent les droits des personnes LGBTQIA+ en Russie se sont multipliées. Par exemple, en 2013, une loi interdisait la propagande des relations homosexuelles envers les mineurs. Elle a été élargie en 2022 pour inclure les médias, les livres, les films et les plateformes de diffusion. Il faut rappeler également qu'en 2023, la Cour suprême a qualifié le mouvement international LGBT d'organisation extrémiste, ce qui donne la possibilité de poursuites judiciaires contre les soutiens à la cause. Donc, un durcissement qui s'inscrit dans une stratégie politique présentant les valeurs LGBT+, comme des symboles de décadence occidentale. Et oui, nous sommes des déviants, sachez-le. La mort d'Andrei Kotov illustre bien les risques qu'encourent les militants et la communauté queer en Russie. Les libertés individuelles sont de plus en plus menacées sous prétexte d'un nationalisme ultra-conservateur qui commence à faire des émules ici en Europe, puisque de nombreux pays de l'Union européenne ont des incohérences avec les positions et la politique pro-russe. Donc ça va être À extrêmement mal. commencer par le Rassemblement national, on doit le dire, qui tient, même s'il y a beaucoup d'homosexuels dans ses rangs, tient quand même des propos assez homophobes, merci. Tout à fait. Et puis on peut même dire aussi en Italie, on pourrait même ajouter l'Italie avec Giorgia Meloni, puis cette espèce de droite là, qui émane peut-être de la Russie, mais aussi des États-Unis, hein, ça commence à faire des petits. D'ailleurs, j'ai même pas mentionné aujourd'hui que c'était une journée mémorable. J'ai juste dit que c'était mémorable notre 100e épisode, mais non pas pour ce qui s'est passé à Washington. Bon, on va terminer là-dessus. On a beaucoup de temps encore devant nous, mais allons-y. Tu vas nous parler de l'Espagne. Ouais, on l'a appris le 9 janvier dernier. 4 hommes ont été condamnés à des peines allant de 10 à 24 ans pour le meurtre de Samuel Luis, un aide-soignant de 24 ans qui a été battu à mort en 2021 en Corogne, en Galice. Alors, leur procès s'est déroulé en novembre dernier. Ils ont été reconnus coupables à ce moment-là, mais le verdict avait été mis en délibéré. Alors, peux-tu nous préciser d'abord c'est quoi là, les faits qui leur sont reprochés? Ouais, alors ce qu'il faut dire dans un premier temps, c'est que ce crime homophobe avait suscité une profonde émotion et avait mobilisé des milliers de manifestants à travers l'Espagne. Pour en revenir sur les faits, donc ça se passe à proximité d'une discothèque où Samuel a été violemment pris à partie par ses agresseurs qui l'ont accusé de les filmer alors qu'en fait il passait juste un appel vidéo. Donc un de ses agresseurs, bientôt rejoint par 3 autres complices, a commencé à lui porter des coups violents après des injures homophobes et le jeune homme est mort peu de temps après l'intervention et l'arrivée des secours. Quelle horreur, quelle horreur. Alors, c'est quoi le verdict là? Alors, il y a plusieurs peines qui vont de 10, 20 et 10 ans de prison. Et en plus de ça, les accusés vont devoir verser plus de 300 000 euros à la famille de Samuel Louis. Donc, à l'annonce du verdict, le collectif Alas Coruña, qui était partie civile au procès, a salué une avancée majeure contre les crimes de haine, un tournant pour les droits LGBTQIA+ en Espagne, quelque chose qui est aussi intéressant et à signaler au niveau de l'Europe, puisque les agressions homophobes sont de plus en plus constantes. Il y en a eu une il n'y a pas très longtemps à Caen, un jeune homme qui a été lui aussi tabassé par une quinzaine d'individus dans le tramway à Hmm. Caen, sous prétexte qu'il était homosexuel. Au Canada, là, hein, souvent, ils ne sont pas nécessairement homosexuels, mais on a juste décidé parce qu'ils ont le moindrement des caractéristiques efféminées, oups, on les associe et ils subissent des agressions. J'aimerais revenir à ton premier sujet parce qu'il y a eu des agressions en France, mais peut-être pas sur cette application-là, c'est sur Grindr, si je me rappelle bien. Sur Grindr, oui, il y a eu notamment des hommes politiques, en tout cas, qui avaient des fonctions politiques au niveau municipal. Alors, je ne sais plus exactement où c'était, mais qui avaient été contactés par leurs agresseurs sur Grindr, en effet. Donc, c'est pour ça que je parlais de Coco.fr, mais il est évident qu'il y a d'autres applications et de sites sur lesquels on peut être confronté à ce genre de situation et d'agression. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant lorsqu'on
on fait des rencontres via ces applications Ouais. parce qu'on sait jamais, on n'est jamais sûr de qui on a derrière un pseudo Oui, puis ou souvent, ce les genre de photos ne choses. sont pas les vraies photos, et puis la personne, oui. Et en fait, ici, ce qu'on recommande aux gens, c'est lors de ces rencontres-là, de faire les rencontres dans des lieux publics bien éclairés où il y a des gens autour pour ne pas se retrouver seul à seul avec ce genre d'individus, quand Non, même. c'est la même chose ici, hein. C'est ce que recommandent également les associations qui prennent part, notamment Stop Homophobie, hein, ou d'autres associations, donc dans la lutte contre les actes LGBTQIA+ phobes. On a une couple de minutes encore, quelques minutes à toi et moi. J'aimerais ça que tu me dises c'est quoi l'analyse qu'on en fait en France de cette montée des crimes homophobes, parce que, en fait, en Europe, parce que il me semble que c'était pas comme ça avant. Là. On dirait que depuis quelque temps, c'est devenu pire. Euh, euh, c'est très compliqué parce qu'on est dans une situation où le gouvernement finalement ne prend pas acte de ces choses. En tout cas, c'est pas la priorité, hein, du gouvernement. Tu le rappelais tout à l'heure, la priorité c'est de ne pas être censuré et de pouvoir durer. Donc ces sujets sociétaux ne sont pas pris en priorité. Donc c'est un peu compliqué. Et les Euh, réseaux sociaux, est-ce que ça joue chez vous? Je sais qu'il y a une loi quand même qui contrôle un peu le genre de propos qu'on peut tenir sur ces réseaux sociaux, mais est-ce que ça fait vraiment une différence? Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence par rapport à ce que vous connaissez. Les propos sont de plus en plus violents à à plusieurs reprises et sur plusieurs sujets. Je suis allé voir, moi, ce qui était dit sur pas mal de choses. Et oui, il y a une liberté de parole qui est assez impressionnante. J'entendais la personne qui était devant moi, hein, dans l'émission tout à l'heure dire qu'on devait prendre la parole et Ben, se réapproprier la arrêter d'être. parole, Voilà. oui. Oui, oui. Et je pense qu'en effet, c'est quelque chose qu'on va devoir faire ici aussi. Mais il y a un gros travail à faire au niveau des associations parce que, en gros, les associations travaillent chacun de leur côté. Et il y a peu de choses qui sont faites en commun et c'est un peu dommage. On n'a plus le Mais choix, hein. Oui. ouais. Et on a des personnes qui dénoncent les choses de manière assez forte. Je pense notamment à Jean-Luc Romero Michel, Oui. qui au niveau parisien en tout cas, s'investit énormément dans tous les faits et qu'il peut y avoir ici en France. On va certainement l'inviter, lui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire en tant qu'élu, en tant que politique français sur les questions LGBT, aussi sur les questions du VIH et de l'aide médicale à mourir. Christophe Et du Gérard, chemsex et du également. chemsex aussi, effectivement. Christophe Gérard, merci beaucoup. On se reparle le mois prochain. Bah écoute, j'étais ravi d'être dans cette centième. Oui, Je te souhaite une bonne soirée et au mois prochain. on s'en souhaite 100 autres et peut-être 200 autres. On continue. Ok. Où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heurciel@gmail.com, heurciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Et puis en deuxième partie, on va parler de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg qui est le fondateur de Facebook et qui dit que c'est correct de traiter de malades mentaux les personnes des communautés queer. Wow! Et on souligne notre 100e épisode, tout de suite après la pause. Au quotidien, c'est un magazine où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Alors, Mark Zuckerberg, qui est cofondateur de Facebook, devenu Meta, qui inclut également les plateformes Instagram, Threads et WhatsApp, annonce qu'à l'instar de X et son propriétaire Elon Musk, il n'y aura plus de vérification de faits ou de modération sur l'ensemble de ces réseaux sociaux. Désormais, en plus de bannir les vraies informations vérifiées par des médias sérieux, on sait, là, il n'y a plus d'informations provenant des médias canadiens depuis plus d'1 an, il va maintenant permettre aux gens d'écrire à peu près n'importe quoi, que ce soit sur de la haine ou des mensonges ou de la désinformation. Donc, il laisse aux personnes utilisatrices le soin de gérer ça par le biais de ce qu'on appelle des notes de la communauté, comme on voit sur X.
Donc, cela aura un impact et des effets majeurs sur les communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres qui reçoivent beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Et pour en parler, je reçois Naoufel Testaouni, qui est cofondateur et directeur général de QueerTech. Re-bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Rapidement, rappelons ce que c'est QueerTech. Oui, QueerTech est une organisation à but non lucratif qui aide la communauté LGBT à accéder au secteur technologie à travers différents programmes. Donc, j'entre dans le sujet. On peut dire n'importe quoi désormais sur les plateformes de Meta. Ça veut dire quoi pour nos communautés? C'est très inquiétant. Il y a déjà une grande recherche qui se fait déjà par le Parlement canadien sur ce sujet-là. Il y a eu une augmentation de haine. J'ai même fait un témoignage, on a regardé les chiffres et on pensait qu'on va améliorer les choses. Aujourd'hui, on voit que Meta change ça par rapport comme X et je pense que on s'inquiète pour ce genre de décision. Avant d'aller dans le vif du sujet, Oui. J'aimerais quand même... Pourquoi il fait ça, Mark Zuckerberg? C'est une très bonne question. Je pense que Mark Zuckerberg n'aimait pas cette idée de modération. Il a beaucoup... Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. En enlevant ça, il économise beaucoup d'argent. Tiens, j'ai vu des statistiques, 500 millions de dollars qui se fait économiser pour la modération. Cet argent-là, aujourd'hui, va partir dans les coffres des actionnaires Ou pour payer l'État. l'investiture de Donald Trump, parce qu'il a Ou mis de payer- l'argent dans la bourse. Ils ont donné de l'argent, mais ça va partir dans leur poche aussi. La fortune de Mark Zuckerberg va donc monter à cause de cette décision-là. Donc, revenons à nos communautés. En première partie de l'émission de la balado aujourd'hui, on a parlé d'un sondage dans les écoles qui fait état d'une montée de l'intolérance envers nos communautés. Est-ce qu'on doit craindre maintenant que ça va empirer avec ce qui se passe là? Absolument. Absolument. On a déjà vu beaucoup de statistiques d'augmentation de haine sur les Internets. Même la police canadienne, il y a beaucoup de services au niveau du gouvernement fédéral qui ont fait des rapports au Parlement pour dire qu'on voit une augmentation assez élevée, 388% dans les 7 dernières années. Propos haineux, surtout envers la communauté LGBT. Ouf. C'est une augmentation qui est énorme. Puis, ce genre de décision de Meta va juste accentuer encore ces statistiques-là. Alors, quels sont les recours qui restent aux personnes queer qui sont témoins ou qui subissent là, ces mensonges et cette haine? L'algorithme lui-même, comme X, Meta un peu réplique le modèle X. Comment ça se passe s'il y a un propos haineux sur une personne, vous pouvez le flaguer, comme on dit, ou le reporter sur la plateforme à travers les notes communautaires. Faut qualifier pour ça, pour faire ces propos-là. Puis en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a assez de gens qui votent sur ça. Il y a un vote sur 3 niveaux. Puis si on vote sur ça, puis on pense que c'est un problème, en fait, ils ont un modèle d'intelligence artificielle qui va regarder les gens qui vont voter pour ça, pour dire est-ce qu'ils sont de la même perspective et des mêmes côtés idéologiques ou non, avant qu'une décision doit être prise. Donc, on va laisser les réseaux sociaux se gérer et se modérer eux-mêmes. C'est ce qu'on fait. Ouais. On a vu ce que ça a donné sur X. Moi, d'ailleurs, j'ai quitté X parce que j'en pouvais plus de ça. Non? Beaucoup de gens ont quitté X. Beaucoup d'organisations LGBT ont quitté X à cause de ces problèmes-là. Bon, là, est-ce qu'il y a quand même des recours en justice? Là, quand on fait l'objet de propos haineux, de menaces de mort sur les réseaux sociaux, c'est pas de se plaindre à Meta, on va à la police à ce moment-là. Absolument, les gens doivent apprendre à prendre des screenshots, des captures d'écran, documenter ces informations-là. Beaucoup de gens disent que c'est sur Internet, je ne vais pas regarder, mais non, il faut documenter tout ça, faut le reporter à la police, surtout si ces gens-là, c'est des gens que vous connaissez, qui sont dans votre environnement, s'ils sont dans le territoire canadien, c'est illégal de faire ce genre de choses, puis vous pouvez aller le reporter à la police. Un grand expert des réseaux sociaux en France, David Chavalarias, qui était interviewé à Radio-Canada, c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui, qui dit que, il n'y a aucune raison de rester sur les plateformes comme X. Puis il commence à dire qu'il n'y a aucune raison de rester sur les plateformes comme Meta. Est-ce que le boycott par les gens comme nous, c'est une solution?
Absolument. Je pense qu'il y a plusieurs manières. D'ailleurs, on parlait même pour les gens de la communauté qui travaillent dans ces organisations, de boycotter ces organisations, les gens comme nous de partir. Mais à vrai dire, c'est difficile aussi de quitter toutes ces plateformes. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour leur travail, moi, qui utilisent ça pour tous les jours. So, on commence à s'exclure de ces plateformes-là. C'est pas un bon avantage pour nos communautés non plus. Et de quitter les plateformes, il reste on laisse les plateformes aux personnes haineuses et ça n'aide pas la situation. Ouais. Il y a aussi le problème, moi je suis de ceux qui, j'ai un gros following sur Facebook et quitter, c'est pas toujours facile. J'ai quitté X et j'avais quand même des milliers de personnes qui me suivaient là-dessus. Et là, il y a peut-être ce qu'on appelle Hello Quit X. .com qui était pour X, mais semble-t-il qu'il va y avoir maintenant pour Meta, pour aller sur d'autres plateformes. Est-ce qu'il y a des plateformes, je pense à Blue Sky, mais est-ce qu'il y a des plateformes qui sont qui sont meilleures pour nous? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs plateformes qui sont sorties depuis X, Mastodon, il y a Blue Sky. C'est tout, mais c'est des plateformes qui sont encore très petites. Thread de Meta a été la plateforme favorisée après X. Maintenant, elle change aussi. On peut changer à d'autres plateformes, mais ça reste que ces plateformes-là, c'est les plateformes les plus dominantes dans le marché. On avait parlé, puis je terminerai là-dessus, que le gouvernement fédéral voulait implanter une loi, un peu comme ça se fait en France, pour régir les réseaux sociaux. Oui. Là, le Parlement a été prorogué. On s'attend à ce qu'il y ait un gouvernement conservateur. Ça va. Cette option-là vient de disparaître, là. Je pense que oui. Les conservateurs parlent aussi ils voulaient atteindre un argument avec les libéraux pour comme changer un peu la loi puis mettre certains partis qui sont intéressants, espérant qu'ils vont ramener ces lois-là, même avec les petits changements qu'ils vont faire. Je pense que ça va aider beaucoup nos communautés, puis on va voir comment ça va se passer avec eux. Naoufel Testaouni, merci beaucoup. Je vais quand même rappeler, si vous êtes victime de propos haineux, de menaces, vous faites une capture d'écran et vous allez à la police. Absolument. N'allez pas vers les réseaux sociaux, c'est pas eux qui vont vous aider. Absolument. Naoufel Testaouni, merci beaucoup. Merci. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Bonjour tout le monde, ici la drag queen Barbada. Je vais souhaiter un bon 100e épisode à toute l'équipe de l'émission. Je pense que dans le contexte mondial actuel, on a besoin d'émissions radio comme l'heure où l'arc-en-ciel se lève. C'est une vitrine importante pour faire rayonner nos communautés et parler des enjeux et des réalités LGBTQ+. Bon 100e épisode à toute l'équipe et longue vie à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Ah, c'était le fun, hein, d'entendre Barbada. Barbada qui a été une de nos premières invitées, à la première émission. J'ai réagi avec un grand sourire. C'était une petite surprise. Merci Barbada pour ces Merci Barbada, c'était une petite surprise que je voulais faire à tout le monde. Alors, c'est notre 100e émission. J'ai pensé à inviter notre recherchiste Godéric Traub. Bienvenue à l'émission, Godéric. Merci Denis. Alors, comment trouves-tu ton expérience depuis maintenant quoi, 1 an et demi que tu travailles avec nous? Très enrichissant. Oui. Pas trop dur? Grande diversité de sujets, de l'actualité, c'est pas ça qui manque. Puis l'animateur n'est pas trop difficile, hein? Non, ça va. D'accord. Je voudrais vous faire entendre tout le monde. Je trouve ça important parce que je pense qu'on doit se célébrer. Les temps sont difficiles. Puis je pense que Barbada l'a bien souligné. Oui. Les temps sont difficiles pour nos communautés. Puis on doit se célébrer. Et j'ai pensé vous faire entendre Philippe Lapointe, qui est directeur d'antenne ici à Canalem. Moi, je connais Philippe depuis longtemps. Il a été chef d'information à Radio-Canada pendant que j'ai travaillé avec lui. Il a été aussi à TVA. Il a même fait de la production, de la programmation de TVA. Il a participé à la création d'Ami Télé et il a dirigé le 98.5 Cogeco là, avec ses gros auditoires. Alors, j'aimerais qu'on l'entende justement nous expliquer comment il voit notre émission. Écoute, j'ai fait plein de choses parce que ça va faire longtemps que je suis là-dedans. Je dois être vu en maudit. Non, mais je suis très content d'être là. Merci de l'invitation, Denis Martin. Alors, et bravo pour l'ensemble de ton œuvre. Ben, merci beaucoup. La 100e émission, je me rappelle quand on a commencé, c'était quand même à l'invitation de Canalem. Pourquoi avoir une émission qui est spécifique aux communautés de LGBTQIA+. Ben, écoute, Canalem, c'est la voix de l'inclusion. Alors, c'est...
dans le fond, tu poses la question, quelles sont et l'inclusion large, là, c'est-à-dire, on sert de première clientèle, c'est les personnes en situation de handicap, mais aussi les gens, notre objectif, c'est de donner la parole aux gens qui ont moins la parole dans la société. C'est souvent une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est notre goutte d'eau à nous, puis ça aide quand même on pense que ça aide, puis on pense qu'on donne un coup de main, puis c'est un travail qu'on trouve important, qui est un travail qu'on trouve essentiel. Puis les communautés LGBTQ+, faut se méfier quand on habite à Montréal, sur le plateau ou dans le milieu des médias, parce qu'on prend pour acquis que tout est réglé. Et que c'est l'inclusion, ça fonctionne bien et tout. Puis c'est pas vrai. Quand tu sors un peu, quand tu sors du pays, évidemment, quand tu sors de Montréal, quand tu vas... Bon, et je regarde seulement les courriels qu'on reçoit des fois des gens qui ne sont pas contents parce qu'on traite de la question. Ça veut dire que c'est une bonne motivation pour continuer à en parler. Parce qu'on en reçoit. Oui, parce qu'on en reçoit. Puis parce que toi, tu en reçois plus évidemment que d'autres. Mais c'est important. Puis c'est pas vrai que c'est une question qui est réglée, c'est une question qui n'est pas réglée. Puis l'autre chose, c'est pas seulement d'en parler, mais c'est d'en parler bien. Tu sais, puis l'émission, puis je te félicite, 100e épisode, c'est pas rien. Mais c'est bon, ce que tu fais. Puis je te le dis, là, pas comme c'est un compliment, prends-le, mais on est très fiers que l'émission soit là. Écoute, j'écoutais l'entrevue avec Serge Voyage, j'étais sur le dos, là, c'est une entrevue quand même exceptionnelle, puis que lui a accepté de te parler d'abord, mais aussi son propos, tu sais. Alors, on voit que la société a beaucoup changé. Elle ne change pas à la même vitesse partout. Ouais. Et puis nous, on essaie de contribuer à ce changement-là. Donc, ça fait partie de ça. Ça fait partie de l'inclusion. Vous avez posé la question, c'est répondre. Est-ce que les communautés, je ne sais pas s'il faut dire la diversité sexuelle, la minorité sexuelle, je ne sais plus comment dire ça. La diversité sexuelle et de genre, oui. Oui, parce que les LGBTQ+, ça commence à faire pas mal de ça fait beaucoup de choses. Ouais. Mais tout le monde, en fait. Est-ce que l'inclusion, ça devrait inclure tout le monde? Oui. Et puis, voici un groupe qui est visiblement encore marginalisé, qui n'a pas toute la parole qu'il pourrait avoir. Dans le contexte dans lequel on est présentement avec l'élection de Donald Trump, avec la montée de l'extrême droite, qui n'est pas très ouverte aux communautés de la diversité sexuelle et de genre, est-ce que cette émission-là, à ton avis, revêt encore une plus grande importance? Oui, puis pas très ouverte, c'est un euphémisme, là. Tu parles des gens, il y a des républicains qui pensent qu'on peut convertir les gens qui sont homosexuels et les reconvertir à la bonne cause de fonder une famille, entre guillemets, normale, ce qui est quelque chose de tellement un recul, puis un recul des droits. Tu sais, alors on sent un peu partout dans le monde. Écoute, nous, on est petits, le Canada, on s'entend, c'est pas nous, à nous seuls qui allons participer, qui allons faire... ramener la notion de droit de base de l'être humain, là, mais c'est sûr qu'il y a un recul des droits dans le monde. On voit que la montée de la droite partout, c'est un phénomène qui devrait nous inquiéter, qui nous autres nous inquiète, mais je pense inquiète beaucoup de gens. Alors ça, c'est sûr que dans ce contexte-là, il faut parler aussi des communautés LGBTQ+, 2, comme je sais jamais comment les nommer, mais on fait comme on peut. Toutes les expressions sont bonnes. C'est ce qu'on se dit. Philippe Lapointe, directeur donc de l'antenne ici à Canal M. Merci de l'invitation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui, hein, ça met les choses en perspective, Godéric. Hein? Tout à fait, puis c'est bien d'actualité en cette journée polaire. Oui, on en parle, oui, glaciale, puis le vent très froid qui vient du sud, mais bon, nous, on ne parlera pas de ce qui s'est passé à Washington aujourd'hui. On va parler de nous. Oui. Godéric, Philippe Lapointe parle de donner une voix. Moi, j'aime mieux dire qu'on monte le volume des voix qu'on entend moins bien. J'aimerais ça qu'on parle de ce qu'on a retenu. Puis je vais commencer par te dire, moi, ce que j'ai retenu. Okay. On a parlé, si tu te souviens, de la fermeture d'Archambault, du magasin Archambault dans le village. C'était avant que tu sois recherchiste avec nous. Mais à l'époque, on se disait, mais voyons, c'est là depuis longtemps. On a fait un peu de recherche et on a trouvé quelqu'un c'est un passionné d'histoire qui est à Repentigny et qui nous parlait donc d'Edmond Archambault et qui a fondé Archambault. Il nous a appris quelque chose d'absolument hallucinant qu'on ne savait pas sur Edmond Archambault. On va écouter ça, puis on en reparle. Edmond Archambault est gay. Donc, c'est pour ça qu'il vient... Juste qu'on dise, nous, dans notre émission, on ne fait pas de outing, mais disons que c'est pas quelque chose qui est documenté historiquement, mais plusieurs personnes le disent, c'est ça, hein? Plusieurs personnes le disent, puis moi, je vous dirais que dans le village, ici, là, les personnes les plus âgées qui l'ont connu le savaient tous, là, mais ça, j'ai pas de preuve écrite. Il n'y a personne qui a écrit « je suis gay ». Là.
un moment d'anthologie. Oui. Ah, on fait pas... Oui, vas-y. Non, le magasin Archambault, c'est tellement emblématique à la fois du village, du quartier latin, de ce secteur culturel, de la métropole francophone d'Amérique. De savoir qu'il était aussi de cette communauté, je trouve que ça lui donne encore plus de force, de représentation, de valeur. Le fait de savoir qu'il y a ces grandes, ces anciennes racines, ça donne encore plus de puissance au projet. Et sans trop révéler de choses, il y a un projet de documentaire qui est en branle, oui, auquel je participe évidemment. Revenons, on entendait tout à l'heure Naoufel Testaouni, on ne va pas réécouter d'extrait, mais Naoufel nous a fait des révélations assez majeures, notamment sur les craintes vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Tu te rappelles de ça? Oui, exactement, oui. Qui nous avait dit donc le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est un outil qu'on doit y faire son apprentissage à partir de bases de données qui ne sont pas nécessairement des bases vérifiées. Et on se fie à des personnes dans des pays sous-payés, des pays en développement, qui sont sous-payés, qui entrent, ils sont payés à l'heure ou à la donnée, puis ils entrent tout ce qu'ils trouvent dans l'intelligence artificielle, ce n'est pas toujours des propos vérifiés. C'est inquiétant, ça. Hein? Tout à fait. Alors, je te laisse la prochaine personne, Martine Biron. Martine Biron, on va peut-être écouter un extrait. Oui, allons-y. Moi, je pense que ce plan-là, il est motivé par le courant américain qui prend forme depuis quelques années, c'est-à-dire ce discours de plus en plus vocal anti-LGBTQ+. On sent beaucoup la montée de la haine, la montée des agressions, la montée de l'intimidation. Et je pense qu'il fallait répondre à ça. Il fallait avoir un projet pour permettre aux gens de la communauté de pouvoir être protégés. Là, on parle du plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie qui a été rendu public l'an dernier et qui mettait beaucoup l'accent sur ces violences. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis c'était aussi un grand moment d'avoir cette ancienne journaliste de Radio-Canada, femme politique québécoise, à ton micro, dans une entrevue pleine de diplomatie et de franc-parler. Qui n'était pas facile, parce que tu sais que j'ai travaillé avec elle, avec Martine, et nous sommes, dans la vraie vie, nous sommes des amis. Ça, c'est l'autre chose qui est difficile. Il fallait poser les questions pareilles. Il fallait poser les questions, puis je crois qu'elle a apprécié. Les questions n'étaient pas faciles tout le temps. Tout à fait. C'était le moment de la création du fameux comité des sages sur l'identité de genre, avec un mouvement Nous ne serons pas sages qui s'était constitué dans la société civile. Ouais. Oui, puis elle avait répondu que j'avais dit on penserait pas faire un comité de sages sur les droits des femmes sans femmes. C'est pourquoi sa réponse m'a un petit peu déçu, mais bon, ça fait partie des réponses de politiciens. Mais là, les femmes, c'est la moitié de la population, ça serait pas normal. Mais encore à ce jour, on se pose la question, pourquoi ne pas avoir permis à des personnes des communautés trans et non-binaires de participer à ce comité? L'autre personne, en fait, puis surtout quand je vais dire, en fait, avant d'aller à l'autre personne, il faut dire que ce plan de lutte contre l'homophobie, il est de plus en plus pertinent avec ce qu'on vit présentement. L'autre personne qui a beaucoup marqué cette émission, je te laisse la présenter. Je pense que tu parles de Martine Roy. Oui, l'autre Martine. L'autre Martine, effectivement. Oui. Comment la présenter? On va écouter un extrait également de son témoignage. Oui. Totalement. Non, moi, je suis sortie de là complètement désabusée. Je me rappelle encore, là, comme c'était hier, j'étais arrivée avec ma pony à Montréal. Tu pouvais pas avoir de chômage parce que t'étais comme congédié, c'était vu comme ça. Il fallait tout expliquer au bureau de chômage. C'était vraiment pas évident. Puis je sais pas si vous t'en rappelez, le Funambule sur la rue Saint-Denis. Moi, je me suis retrouvée à travailler là, à faire la vaisselle au café Funambule sur Saint-Denis. Et j'étais très humiliée. Alors, c'est sûr que ta première réaction, je voulais même pas être avec ma famille, je voulais pas en parler. Et j'ai commencé à consommer. Ça a commencé avec de l'alcool, après ça, la drogue et tout. Puis j'ai vraiment dérapé. Wow. On parle de quoi ici? On parle de la purge. Martine est vraiment une survivante de cette période sombre de l'histoire canadienne, des forces armées canadiennes qui ont systématiquement discriminé, pourchassé les personnes homosexuelles au sein de leur rang, avec le soutien des forces politiques, des forces répressives et dans l'ignorance de la majorité de l'opinion publique de l'époque.
Ouais. Et ça a duré longtemps, des années 50 aux années 90. Exactement. On mettait systématiquement dehors les personnes queer ou de la communauté, des communautés des forces canadiennes, mais c'était aussi dans la fonction publique. Hein. Il y a eu tout un des excuses de Justin Trudeau dont on a parlé la semaine dernière. C'est ça, et Martine a notamment contribué à ce qu'il y ait des excuses du Canada envers les communautés LGBTQ+, qui est aussi une réparation financière des dommages causés. Puis il y a un monument qui se construit à Ottawa aussi de ce groupe, là, La Purge, parce que c'était la Purge LGBT. Il y a eu un documentaire aussi qui a été réalisé sur cette époque-là. Et Martine est dans ce documentaire. Martine, je dois dire que par moment, quand on l'interviewe, on voit la douleur qu'elle ressent encore vis-à-vis ça. Et elle a obtenu l'Ordre du Canada. C'est la première fois qu'on mettait les lettres LGBT sur un document de l'Ordre du Canada. Tout à fait. Et puis, je vais quand même souligner autre chose qui est plus d'actualité. Martine a aussi été une des personnes qui se plaignent de Gilbert Rozon, de Juste pour rire. Martine a raconté la semaine dernière devant un tribunal parce qu'elle poursuit Gilbert Rozon pour je ne sais plus combien de millions de dollars parce qu'il l'a violée. C'est ce qu'elle dit. Et donc, Martine qui a témoigné. Et j'avoue que j'aurais voulu avoir Martine à l'émission la semaine dernière, mais elle était encore trop émue de ce qu'elle a dû faire. C'est pas facile quand on est victime d'une agression d'aller de l'avant et d'en parler. Donc, un gros merci à Martine Roy parce qu'elle fait... Elle a une force, une résilience et une capacité de redonner au suivant et d'accompagner une nouvelle génération de leaders au sein de la communauté LGBT que je trouve particulièrement inspirant. C'est important d'avoir de la relève. Et je vais te laisser aussi parler de l'autre personne qu'on a trouvée très importante et dont on veut parler cette fois-ci. Oui, Vincent Janotte du Cercle Bispirituel. Oui, on va l'écouter. En réalité, il s'agit d'un terme qui fait référence à plus qu'une dualité. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le terme a déjà été transformé à la base. Aujourd'hui, on l'identifie comme étant deux esprits, bispirituel ou two-spirit. Mais à la base, ça définit un concept de quelque chose qui est beaucoup plus relié à la culture, qui est vraiment plus englobant. On peut l'interpréter comme étant une personne qui a les capacités de ne pas se limiter au genre. Ouais. Par exemple, on pense à la vie précoloniale, donc dans des situations où on avait besoin de gens qui étaient habiles dans différents secteurs, ces personnes-là vont correspondre à tous ces critères-là et ils ne vont pas se limiter à faire une seule tâche dans le village. Ils vont vraiment donner la main à la pâte dans tout ce qu'ils peuvent faire. Donc, ces gens-là étaient extrêmement valorisés par le village parce qu'ils pouvaient faire beaucoup de choses. Wow! Je trouve que ça met en valeur ces lettres de notre acronyme 2E LGBTQIA+. Parfois, ça suscite des interrogations. Pourquoi 2E, 2S? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourtant, on parle des personnes autochtones qui étaient là bien avant nous et qui ont tout un héritage à nous transmettre et devant lequel on se sent humble. Oui. Dont d'être une personne aux deux esprits. Aux deux esprits. Esprit masculin, esprit féminin. Oui. Et c'est ce qui était dans l'entrevue aussi, Vincent nous parlait de l'histoire et bien avant l'arrivée de l'homme blanc, des Européens ici, il n'y en avait pas de problème avec les personnes. On ne disait pas homosexuels, on les appelait les personnes bispirituelles, puis ils racontent qu'ils étaient très bien vus, très importants dans les communautés des premiers peuples. Et avec la colonisation, on s'est mis à les haïr. Alors souvent, c'est pas toujours... j'ai lu ce week-end un livre qui date d'il y a longtemps, qui a été traduit par Naomi Fontaine, je pense, oui, qui est Je suis une sauvagesse, et qui parle justement de l'arrivée des Blancs, comment ça a changé les choses dans les communautés. Ça nous fait prendre un pas de recul et réfléchir. Dis-moi, Godéric, cette émission, c'est important pour toi, c'est important de travailler. Qu'est-ce que tu recherches quand tu travailles pour nous? Je recherche la plus grande diversité des points de vue. Je recherche la véracité, l'authenticité de l'information. Mm-hmm. Je cherche des personnes qu'on n'entend pas nécessairement dans les autres médias. Oui. Je cherche à éclairer vraiment l'actualité avec des enjeux importants.
Ben, celui de l'intelligence artificielle, c'était toi qui l'avais vu. J'avais pas vu ça passer. Exact. Puis c'était vraiment intéressant comme entrevue. Exact. Ben, ça fait un peu écho à ce que tu viens de dire sur la colonisation, c'est-à-dire à quel point il ne faut pas oublier qu'il y a une construction mentale qui se fait des concepts, qui se fait de nos actions et on se fie à ces constructions-là. Ouais. Alors, si on veut que l'intelligence artificielle ne nous artifice pas de propos épouvantables, il faut vraiment la tenir en laisse. Hein. Tout à fait. Quels sont les sujets qu'on va devoir traiter, outre, maintenant, la nouvelle présidence de Donald Trump, mais il y en a partout, il y a plein d'autres choses. Hein. Oui, il y a plein d'autres sujets. Ce qu'on dit, c'est que l'inclusion, ça touche aussi toutes les personnes différentes qui ont une différence, qui ont plusieurs différences à porter en même temps. Donc là, même pour le mois de l'histoire des Noirs, on va parler aussi d'intersectionnalité, de personnes qui sont à la fois noires et queer. On va parler aussi d'handicap et d'homosexualité. On va parler... peut-être, je vais te suggérer Allons-y. Un des sujets qui a émané des réseaux de l'éducation, de la réponse de la table de l'inclusion au réseau de l'éducation, dans les milieux confessionnels chrétiens et musulmans, comment ils reçoivent, comment ils accueillent des personnes LGBT. On a du pain sur la planche. On peut en faire au moins 200 ou 300 autres émissions. Il faut juste que je reste en vie tout ce temps-là. Il n'y a personne d'irremplaçable. Il y aura un autre animateur ou une autre animatrice. Godéric, c'est un plaisir de travailler avec toi. Je te salue. Je suis content que tu sois venu passer un petit peu de temps avec nous pour cette 100e parce que cette célébration-là, tu la mérites aussi. Merci. Merci beaucoup. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Et je vous invite aussi à suivre la nouvelle balado-diffusion de Canal M sur nos communautés qui s'appelle Affirmation. Déjà en ligne, il y a cette entrevue avec Serge Royal, dont parlait justement Philippe Lapointe dans cette entrevue avec nous tout à l'heure. Alors, c'était la 100e édition de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup à toute l'équipe de recherche, Greg Traub et Marie Massé. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde. Merci tout le monde. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la semaine prochaine. Après la pause,